Oui. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe. Depuis que le gouverneur général du terrorisme en Afrique s'est dit panafricain, ces hommes de main deviennent panafricains. C'est pourquoi d'ailleurs l'Ivoirien dit que non, maintenant on va faire la guerre ensemble. C'est pourquoi d'ailleurs le Mauritanien dépêche des délégations à Niamey. À Bamako. Je crois quand même qu'on ne va pas se laisser. Parce que c'est la nouvelle. On s'est dit, bon, par la violence, ça ne va pas, on va utiliser la ruse. Le chef suprême dit que lui, il est panafricain. Donc, ces séides se panafricanisent et ils changent de langage. Il faut préciser panafricanisme de Nairobi. Oui, mais attends, tout le monde sait. Arrêtez. Arrête ça. Donc, c'est-à-dire qu'on a vu que la violence pure et dure, ça ne paye pas. On va utiliser la ruse. Le chef dit je suis panafricain, les autres disent non, on va se mettre ensemble pour combattre les djihadistes, alors que c'est eux qui hébergent les djihadistes, c'est eux qui les nourrissent, c'est eux qui les arment, c'est chez eux que le FLA a des représentants officiels. Dans ces mouvements djihadistes, ils ont même pratiquement leur ambassade à Abidjan. Alors, il dit quoi, notre Téné Birahima. Donc, je crois que le Mauritanien qui a envoyé des gens au Mali, bon, c'est aux Maliens de juger, c'est pas mon affaire. Mais le changement de langage n'est pas forcément un changement d'objectif. On veut que ces gens changent d'objectif, pas de langage. Bonjour Gilles, bonjour Adani, bonjour Excellence. C'est le pape Cyril depuis Paris. Bonjour mon pape. Le pape? Oui, Cyril. C'est un blasphème. Dans les pays africains, aéroports et radios sont les cibles privilégiées des déstabilisateurs extérieurs car ils concentrent le pouvoir. L'Iran nous enseigne pourtant qu'un pouvoir décentralisé résiste bien mieux aux attaques, même les plus sévères. La position géographique n'est pas le vrai sujet. L'aéroport Charles de Gaulle a été construit car Orly était saturé. La vraie question est donc une décentralisation profonde du pouvoir. Est-ce qu'une décentralisation profonde du pouvoir est possible en Afrique sans risquer d'être trahi par ses propres hommes? Bon dimanche, Cécile. Écoute, c'est vrai, l'Iran a donné un exemple extraordinaire, décentralisé de telle sorte que même si Téhéran était pris, la guerre n'est pas finie. Chaque région a son commandement militaire autonome. La guerre allait continuer. Mais tu ne peux pas t'amuser avec ça en Afrique. Le type que tu vas nommer commandant d'une région, c'est lui qui revient te faire coup d'État. Et imaginez au Sénégal qu'on avait décentralisé, qu'on avait donné une région à Diomaye Faye, mais il y a longtemps qu'il serait venu avec les mercenaires français pour raser Dakar. Donc ça, ce n'est pas possible en Afrique. Il faut qu'on soit dans la mentalité des gens pour voir qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible. Avec le temps, en Afrique, on peut le faire. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Sinon, c'est l'idéal. C'est ce que je voulais dire, qu'on ne peut pas, à partir de l'exemple iranien, essayer de vulgariser le même type, de commandement. C'est un bon modèle, il faudra y travailler. C'est un bon modèle, oui. L'Iran, c'est une mosaïque. Ce qui est différent, les Iraniens, ils ont une longue histoire. Les Perses, ils ont une longue histoire de fierté nationale, de patriotisme. Et depuis 1979, avec le retour de Khomeini à Téhéran, ça s'est exacerbé, ce patriotisme-là. Vous voyez, on a tenté en vain de manipuler à travers le Mossad et la CIA, de manipuler les populations. On avait mis à disposition Starlink de Elon Musk, à la disposition de certaines personnes. On a armé des gens, mais au finish, c'est la population elle-même qui a détecté ces meneurs-là et qui ont permis au Passe d'Aran et aux gardiens de la Révolution de pouvoir les arrêter à temps. Mais ici, chez nous, est-ce que nous avons cette longue histoire perse de 5000 ans? Nous avons ça? C'est une culture, c'est une mentalité. En Afrique, moi, ma région, je prends le pouvoir. C'est ça. On ne peut pas, à l'heure actuelle, se blaguer pour essayer de dire, bon, on va décentraliser l'armée, on va essayer de donner, à tel endroit, on va mettre du matériel de guerre, à tel endroit, on va mettre des chars. Mais c'est celui qui aura les chars qui viendra marcher sur celui qui a des fusils, des kalachnikovs, pour prendre le pouvoir. C'est vrai, on ne peut pas. On ne peut pas oser ça. Gilles, l'Iran, c'est une histoire à étudier. Tu t'imagines, l'Iran est un pays musulman. La preuve, c'est la seule république islamique connue. Laisse tomber ceux qui bavardent en l'air. C'est la seule république islamique connue. Mais la différence, c'est que l'Iran s'est islamisé sans s'arabiser. C'est différent des Africains. Tous les musulmans, les musulmans africains rêvent d'être arabes. L'Iran a évité ça. Donc, s'ils ont pu garder leur tradition et leur force, ils peuvent organiser ce qu'ils ont fait. Mais dans les pays où vous êtes disséminés selon vos croyances, selon vos tendances, selon vos choses, ce n'est pas possible. Si l'Iran s'était arabisé, il n'aurait pas été capable de faire ce qu'il a fait.
Merci, Ayatollah Sogoyou. Toutes mes civilités à vous. Nos vaillants libérateurs de conscience, une fois de plus, je trouve les analyses du Baobab Sogoyou Kegewe d'analyse très pertinente. Cependant, après les constats et les analyses, nous-mêmes ainsi que nos éclairés dirigeants peinons encore à apporter des solutions à la hauteur des enjeux. Nous sommes attaqués jour et nuit par des États voyous agissant pour leurs propres intérêts. Il nous appartient donc de nous défendre pour assurer notre existence et celle de nos enfants. Un adage dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Tant que l'agresseur reste tranquille chez lui, il aura toujours le confort d'organiser des attaques chez nous. En bon entendeur, salut, c'est Mahamadou Traoré, un Malien résident dans la région de Douenza. Merci de votre contribution. Prenons quand même un message de la Côte d'Ivoire. C'est Koto Ougou, le fidèle, qui nous écrit. Bonjour papa, Sogoyou Kegewe. De Boaké. Oui. L'homme de Boaké. L'homme de Boaké, le béninois de Boaké, Anani Sossou ainsi que le journaliste Gilles Maweda Boko. Attaque des aéroports, oui. C'est une alerte générale parce que 1, Ouadani fait le tour des pays de l'AES. 2, le ministre de la Défense de la Mauritanie fait le tour des pays de l'AES. 3, la Côte d'Ivoire veut tendre la main au Burkina Faso et au Mali. Au même moment, l'Algérie condamne l'attaque de l'aéroport de Niamey. Tout ça, ce n'est que de la poudre aux yeux. Pour les pays de l'AES, ils doivent doubler de vigilance, sinon une seule heure risque de leur être fatale. Parce que la France ne veut pas lâcher. Et moi, je vois la main noire, sa main noire derrière toutes ces manœuvres. C'est M. Koto Ougou béninois, depuis Boaké en Côte d'Ivoire. Ah oui, quelqu'un qui depuis au moins 100 générations mange gratis, qu'on lui dise aujourd'hui d'acheter, de sortir son argent, il ne peut pas supporter ça. Bonjour la famille du Forum dominical, toutes mes civilités et salutations fraternelles depuis le Mexique. C'est Walker Ngamoukouba Bolatibé. Merci beaucoup pour cet éveil de conscience africaine que vous faites sans relâche, que nos ancêtres vous protègent toujours. L'attaque des aéronefs des aéroports prouve encore combien de fois le chemin de la souveraineté n'est pas facile. Les puissants impérialistes et leurs valets locaux ne cesseront jamais de s'attaquer aux pays qui cherchent leur souveraineté. Mais la révolution progressiste africaine ne sera jamais facile. Vive l'AES en particulier, vive l'Afrique en général. Une pensée pieuse aux étoiles polaires sahéliennes de notre révolution progressiste africaine. Merci beaucoup. Merci, Walker. Je vais aux États-Unis vous proposer le message de Joachim Kolani. Que dit-il? Bonjour Gilles, meilleur journaliste. Merci pour le compliment. Bonjour mon frère Anani Sossou, les meilleurs analystes et son excellence Sogoyou Kegewe, l'homme qui ne change pas. Concernant le thème du jour, la semaine surpassée, je vous avais dit que pour le moment, le Bénin n'a pas le contrôle de son territoire, surtout au nord. Même si les autorités béninoises ont la volonté de normaliser les relations avec les voisins, ça n'arrange pas les puissances de déstabilisation basées au nord du Bénin. Même les grands officiers béninois ne savent même pas ce qui se passe dans les camps étrangers situés au nord du Bénin. Ça serait une grave erreur pour l'AES et surtout pour le Niger d'ouvrir ses frontières actuellement avec le Bénin, puisqu'ils n'ont pas encore les moyens pour contrôler toutes les entrées sur leur territoire. Un ennemi connu vaut mieux qu'un faux ami. L'AES et la population béninoise doivent exiger le démantèlement des bases situées au nord du Bénin avant l'ouverture des frontières avec le Niger. Les Africains doivent cesser d'être toujours des traites pour leurs frères. C'est très énervant et pitoyable pour l'Afrique. Bonne émission. Kolani Joachim, depuis le Canada. Je pense quand même que l'ouverture des frontières serait bénéfique à la fois pour le Niger et à la fois pour le Bénin. Ce qui est encourageant, c'est que les deux pays se sont mis d'accord pour mettre en place une commission pour travailler sur tous les aspects qui pouvaient favoriser la réouverture des frontières. Et ils ont déjà élaboré des documents stratégiques sur lesquels maintenant, qu'on va proposer maintenant aux chefs d'État et de gouvernement qui vont plancher là-dessus. Et la même commission aura peut-être d'autres recommandations à faire, ou bien les chefs d'État. N'oubliez pas que cette commission parlera d'un aspect sécuritaire qui est très important d'ailleurs pour le Niger. Donc l'ouverture des frontières, c'est une bonne chose. Ça permet la fluidité commerciale entre le Bénin et le Niger. N'oubliez pas que des camions entiers sont bloqués à Malanville depuis des mois et des mois déjà. Ce qui ne permet pas à l'économie nigérienne, qui est déjà durement éprouvée, d'avoir d'autres ressources de financement. N'oubliez pas que les pipelines qui devraient quitter le Niger pour le port de Semekpodi devraient rapporter des milliards à la fois au Niger et au Bénin. Donc le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc il faut maintenant qu'on trouve les idées nécessaires, les moyens nécessaires, les stratégies nécessaires pour sécuriser les frontières de part et d'autre. Anani Sossou, je suis d'accord avec toi, mais si les autorités béninoises et nigériennes s'entendent, vu les capacités de renseignement dont dispose le président Tiani, je sais qu'ils ne peuvent pas se laisser abuser.
Mais sinon, la sécurité n'est pas négociable. Regarde la guerre OTAN Ukraine contre Russie. Mais c'est les Otaniens qui reçoivent le pétrole, le gaz russe, c'est eux qui en bénéficient, mais ils ont coupé. Ils savent qu'ils vont souffrir, mais pour leur sécurité, ils ont coupé. Donc dans le cas présent, c'est vrai, le Niger va gagner, il y a le pipeline, il y a ceci, mais si ça lui pose des problèmes de sécurité, il faut couper sans état d'âme. C'est tout. Sinon, je suis sûr qu'ils vont trouver une solution. J'ai dit, nous avons dit ici la dernière fois que rien ne nous permet de douter de la bonne foi du président Ouadani du Bénin. Donc, quant au terreau blanc ou non blanc caché dans les forêts du nord du Bénin, je suis sûr qu'entre Ouadani et Tiani, on trouvera une solution. Et c'est encouragé quand même. Ismaël Barra, vous avez écrit d'Italie, Milan précisément. Juste vous saluer, bonjour Lyon de Forum, merci beaucoup pour votre émission. Allez, l'Afrique nous dit Ismaël Barra, merci. Et excellente journée pour parler un peu italien. Je vous dis bonjour. Bonjour. Neo TV, tout d'abord, je vous passe mes salutations à tous. Merci pour la messe télévisée que vous proposez chaque dimanche. Une question aux analystes. L'AES doit-elle accepter la main tendue de Téné Birahima Ouattara qui demande la reprise de la collaboration avec l'AES? En plus, il le fait à Paris. Question, bonne suite de programme à vous. Je pense que plusieurs réponses ont été apportées. Oui, j'ai dit que comme le chef est devenu panafricain, il les a appelés à Paris pour leur donner les consignes, les nouvelles méthodes à suivre pour abuser de la bonne foi des gens du Sahel. C'est tout. Bonjour, bonne fête à Papa Nani et bonne fête à Papa Kokou, alias KSG, sans oublier Papa Maweda. Bon, merci, bonne fête à toi aussi. On est tous trois papas quand même. Ouais. Hein? On est tous papa? On est tous trois papas. Ah bon, d'accord. Nani beaucoup plus que nous, mais bon. Ah bon. Il n'y a pas un papa au-dessus de l'autre. Hein. Il faut qu'il y ait des papas responsables. Moi, je suis dans la catégorie des grands papas. Oh oui. Donc, c'est différent. C'est pas la même chose. Ça fait 2 fois papa. Bonne fête donc à vous, un roi qui nous a invités lors de son intronisation. Ce n'est pas tard, la cérémonie continue. Paix et paix sur toute l'Afrique, signé le tonnerre depuis l'Hexagone. Merci pour votre message. Oui, mais on poursuit, j'ai de la matière encore ici. Le Mali, c'est Mahaman Bahakou depuis Bamako. Bonjour le plateau. Nous sommes toujours honorés d'être présents au rendez-vous de l'éveil des consciences africaines. Comme le dit l'ambassadeur, les Africains sont lobotomisés. Les États du Sahel doivent se méfier de la main tendue des nègres de Salon. Mahaman Bahakou de Bamako au Mali. Vous savez de la Côte d'Ivoire, c'est Bantenti Ismail. Salut le plateau, toute l'équipe et vos rangs respectifs. Selon moi, je ne crois pas que l'AES et le Bénin peuvent éradiquer le problème du terrorisme tant que les bases des impérialistes sont logées au Bénin. Donc pour chaque coopération avec n'importe quel pays voisin, il faudra des accords concrets et sincères. Mon papa, l'ambassadeur, l'a réitéré. Bon dimanche, c'est Bantenti Ismail depuis la Côte d'Ivoire. On a assez parlé de ça et sur le plateau. Bien sûr. Issa Ali de Dosso au Niger. Bonjour Neo TV. Bonsoir Baba Sogoyou. Justement, Baba Sogoyou a raison. La réouverture de la frontière Niamey pose 2 conditions préalables non négociables à Cotonou. Niamey a formellement notifié les exigences avant la réouverture. Le premier, c'est la signature formelle d'un accord de défense et de sécurité entre les 2 nations. Un traité doit impérativement imposer le principe de la non-utilisation du territoire d'un État pour mener des actions hostiles ou de déstabilisation contre l'autre. Le second repose sur une transparence absolue concernant les dispositifs militaires étrangers stationnés à proximité des frontières. Et pour opérationnaliser cette confiance mutuelle, le Niger réclame la création immédiate d'une cellule de renseignement conjointe. Issa Ali de Dosso au Niger. Au-delà des faits rapportés et des analyses développées tout au long de cette vidéo, une réalité semble s'imposer. Le Sahel est aujourd'hui devenu l'un des principaux théâtres des rivalités géopolitiques contemporaines. Chaque événement, chaque attaque, chaque décision politique dépasse désormais les frontières nationales pour s'inscrire dans un contexte international où s'entremêlent intérêts économiques, enjeux sécuritaires et stratégies d'influence. Dans cette configuration, les pays de l'AES se retrouvent à un moment charnière de leur histoire. Leur volonté de redéfinir leurs alliances, de renforcer leur souveraineté et de construire un modèle de coopération qui leur est propre suscite autant d'espoir que de résistance. Plus un État affirme son indépendance stratégique, plus les rapports de force qui l'entourent deviennent complexes. C'est une constante que l'histoire a souvent mise en évidence.
Les analyses présentées dans cette vidéo invitent justement à dépasser la lecture immédiate des événements. Derrière une attaque contre une infrastructure stratégique, certains observateurs voient un message politique. Derrière l'instabilité persistante, d'autres perçoivent l'expression d'une compétition beaucoup plus vaste entre différentes visions de l'avenir du continent africain. Que l'on partage ou non cette lecture, elle témoigne de la profondeur des interrogations qui traversent aujourd'hui le Sahel. Une chose est certaine, les défis auxquels fait face l'AES ne pourront être compris uniquement sous l'angle militaire. Ils concernent également l'économie, la diplomatie, l'information, la coopération régionale et la capacité des États à préserver leur autonomie dans un monde où les équilibres internationaux évoluent rapidement. Les choix qui seront faits aujourd'hui pourraient influencer durablement l'avenir de toute la région. L'Afrique traverse une période de profonde transformation. De nouvelles alliances émergent, d'anciens partenariats sont remis en question et les centres de pouvoir se redessinent progressivement. Dans ce contexte, il devient essentiel d'observer les événements avec esprit critique, de confronter les analyses et de chercher à comprendre les intérêts qui se cachent derrière les grandes décisions internationales. Et vous, comment interprétez-vous cette évolution de la situation au Sahel ? Pensez-vous que ces événements traduisent uniquement une menace sécuritaire ou révèlent-ils des enjeux géopolitiques plus profonds ? Partagez votre analyse dans les commentaires. Chez AfriSavoir, nous continuerons à décrypter l'actualité africaine avec recul, rigueur et ouverture au débat. Si cette vidéo vous a plu, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Merci pour votre confiance et à très bientôt sur AfriSavoir.